Bien, vous avez eu en même temps dans l'ordre d'intervention des personnes qui sont à cette table, ce qui est frappant, je ne sais pas si vous avez eu le temps, certains, grâce au retard que nous avons eu, ont peut-être eu le temps de lire quelques-uns des articles des tribunes qui sont parus dans le 4 pages qu'on a produit pour l'occasion. Et ce qui est frappant, c'est que, Jean-Hervé l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que sur la formation, il y a quand même une unanimité de diagnostic, de placer la question de la formation des jeunes au centre du problème général, plus général de l'insertion des jeunes, au-delà des aspects effectivement de statut, de code du travail, d'organisation du marché du travail. Il y a quelque chose quand même qui est assez frappant, c'est de tous les horizons des différents think tanks, il y a quand même une unanimité pour placer la question de la formation, y compris de la formation initiale, au cœur du problème. Et ça, c'est assez rare qu'il y ait une telle unanimité. En revanche, sur les solutions, bien sûr, et j'espère qu'on aura un peu l'occasion de le vérifier, il n'y a pas forcément le même diagnostic ou les mêmes propositions, parce que aussi, il y a des représentations, y compris des représentations statistiques, quand on parle du problème de la formation et de l'emploi des jeunes, qui sont souvent assénées, y compris dans les médias, abondamment, sur le thème, par exemple, 25%, le taux de chômage des jeunes de 25%, et c'est traduit souvent dans le débat politique et médiatique par un quart des jeunes sont au chômage. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez entendu très souvent, avec juste une confusion statistique très classique, qui est de confondre la part des jeunes et le taux de chômage qui ne porte que sur la population active, donc sur les jeunes actifs. Voilà. Donc il y a aussi des chiffres qui sont assénés couramment dans le débat et qu'il faudrait peut-être revoir. Donc justement, on va commencer par Marc Ferracci, qui va essayer de nous poser un peu les quelques termes du débat. Après quoi, on va alterner des propositions venant du côté des entreprises, éventuellement, des actions aussi qui menées par les entreprises et des propositions plus générales de la part des autres intervenants. En tout cas, Marc Ferracci, en premier. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité de parler de ce sujet. Je vais commencer par dire que je suis un peu étonné du libellé du débat, parce qu'il n'y a pas de problème de chômage des jeunes en France. Il y a un problème de chômage pour les jeunes non qualifiés. Alors on m'a demandé de donner quelques éléments de cabrage. Effectivement, Antoine l'a dit, il y a un taux de chômage moyen chez les jeunes qui est autour de 25%, mais il y a une extrêmement forte hétérogénéité en fonction du diplôme. Le taux de chômage, je vais faire des arrondis pour que les chiffres ronds marquent un peu mieux les esprits. Le taux de chômage des jeunes qui n'ont absolument aucun diplôme, c'est de l'ordre de 40%. Le taux de chômage des jeunes qui ont le brevet des collèges, c'est de l'ordre de 30%. Le taux de chômage des jeunes qui ont un CAP ou un BEP, c'est 20%. Le taux de chômage des jeunes, et je parle des jeunes ici au sens large pour reprendre l'expression, c'est-à-dire des jeunes de 15 à 29 ans, des jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, c'est aux alentours de 10%. Donc on voit qu'on ne désigne pas du tout la même réalité suivant qu'on s'adresse aux jeunes sans diplôme ou suivant qu'on s'adresse aux jeunes qualifiés. Un autre chiffre peut-être encore plus marquant, c'est la quantité de jeunes, toujours de 15 à 29 ans, qui sont ni en études, ni en emploi, ni en formation professionnelle, et qui donc échappent aux mailles de ce filet que sont les contrats aidés ou les contrats de formation. Il y a aujourd'hui à peu près 2 millions de jeunes de 15 à 29 ans qui sont, pour utiliser l'acronyme anglais, NEET, ni en emploi, ni en études, ni en formation professionnelle. Ce sont finalement tous les décrocheurs qui se sont accumulés année après année, cohorte après cohorte, et qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles à réinsérer sur le marché du travail, parce que le premier élément sur lequel on doit s'accorder tous, c'est que remettre en emploi des jeunes qui se sont éloignés durablement de l'emploi, mais surtout de l'école, c'est extrêmement coûteux. On aura sans doute l'occasion d'en reparler avec les solutions. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette fracture entre deux jeunesses, une jeunesse qui est finalement dotée d'un certain capital social, culturel en termes de diplôme, et une jeunesse qui, elle, est beaucoup plus en difficulté. Il y a plusieurs éléments dans notre histoire récente, et en particulier dans les interventions publiques qui se sont succédées, qui peuvent expliquer cette situation-là. Le premier élément, c'est que
on a beaucoup utilisé en France et surutilisé des dispositifs en matière de politique d'emploi qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier, on a beaucoup utilisé des dispositifs qui consistaient à mettre les jeunes dans des contrats aidés dans le secteur non marchand. Il y a beaucoup d'évaluations. Madame de la Garandrie évoquait la mesure. Il se trouve qu'on a beaucoup aujourd'hui d'évaluations sur données françaises et sur données étrangères de ces dispositifs, dans lesquels s'inscrivent par exemple les emplois d'avenir aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui, c'est un constat très pessimiste, mais il faut le faire de manière honnête, que ces dispositifs dégradent l'employabilité. C'est-à-dire que des gens similaires qui ne sont pas passés par ce type de dispositifs, qui ont deux caractéristiques, c'est de n'être pas dans l'emploi marchand d'une part, et d'avoir un contenu de formation trop faible d'autre part, eh bien les gens qui passent par ces dispositifs ont un taux d'emploi moindre 5 ans après que ceux qui n'y passent pas et qui s'insèrent autrement, parfois en rentrant sur le marché du travail avec des contrats courts. On a eu des réponses qui étaient assez inadaptées, et en particulier sur cette question de la formation, parce qu'on a trop souvent mis en place des dispositifs dont le contenu en formation professionnelle, ou en formation tout court d'ailleurs, était insuffisant. En lien direct avec ça, il y a les dysfonctionnements, c'est le deuxième problème que je vais évoquer, les dysfonctionnements de nos systèmes d'apprentissage. On a un système d'apprentissage qui est en perte de vitesse, puisque depuis 4 ou 5 ans maintenant, le nombre d'apprentis régresse, mais qui connaît, au-delà de ce choc conjoncturel qui peut s'expliquer par les difficultés de certains secteurs comme le BTP qui embauche traditionnellement des apprentis, le système a des dysfonctionnements qui sont beaucoup plus structurels. D'abord, c'est un système qui s'est développé depuis 25 ans, principalement au profit de l'enseignement supérieur et des jeunes les plus qualifiés. Alors ce que nous disent les évaluations économiques, encore une fois, c'est que la valeur ajoutée de l'apprentissage, elle est beaucoup plus forte pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Et que pour les qualifiés, même si évidemment ça peut avoir un intérêt, elle génère beaucoup d'effets d'aubaine, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diplôme par lui-même protège du chômage. Donc il y a aujourd'hui un enjeu et une certaine urgence à réallouer une part des ressources vers les moins qualifiés. Le deuxième défaut de notre système d'apprentissage, c'est qu'il est insuffisamment connecté au tissu économique, il est insuffisamment connecté aux acteurs. Quand on compare avec des systèmes qui marchent, le système suisse, le système allemand, le système autrichien, on se rend compte que les branches professionnelles, les entreprises, sont beaucoup plus partie prenante de l'ouverture des formations en apprentissage, du choix des contenus de formation, qu'elles ne le sont en France, où l'éducation nationale joue un rôle très important, avec les régions également, mais où globalement les acteurs professionnels sont un petit peu tenus à l'écart et n'ont pas réellement voix au chapitre. Et l'attractivité de notre système d'apprentissage dépend de cette reconnexion des contenus de formation avec les pratiques professionnelles, à la fois l'attractivité pour les employeurs, mais aussi l'attractivité pour les jeunes eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Enfin, je terminerai avec quelque chose qui m'a marqué. Alors, je fais un petit emprunt, j'en suis désolé, à Laurent, parce que je cite un chiffre qui est issu d'un rapport de l'Institut Montaigne, et peut-être qu'il voulait le citer, donc je m'en excuse. Mais aujourd'hui, il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage en Allemagne qu'en France, relativement à la population, alors que les financements publics sont 3 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Donc il y a quand même ici l'idée que c'est en mettant les acteurs économiques au frontispice de notre système d'apprentissage qu'on peut résoudre les choses. J'en terminerai parce que je veux surtout pas mordre sur le temps de parole qui est... ça va ? Encore 1 minute, bon parfait. J'en terminerai avec l'idée que il faut véritablement donner un droit à la deuxième chance. On a des dispositifs qui permettent de réinsérer les jeunes qui sont très loin de l'emploi. Ils ne sont pas suffisamment utilisés, ils ne sont pas suffisamment généralisés. En lien avec l'articulation de notre système de protection sociale, je voudrais ouvrir une piste. On a créé, en tout cas la loi a créé, on ne l'a pas encore créé pour de bon, un dispositif de droit portable qui s'appelle le compte personnel d'activité, qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2017, dont on ne sait pas exactement ce qu'il contient. Il y a un enjeu très important à doter ce dispositif de droit qui soit inversement proportionnel au diplôme, afin de permettre que ces jeunes, ces 2 millions de jeunes qui sont nulle part, aujourd'hui en tout cas dont on ne sait pas très bien où ils sont, eh bien, puissent avoir les moyens financiers, en particulier, même si les moyens financiers ne suffisent pas, il faut aussi de l'accompagnement, eh bien, de reprendre le chemin des études. Donc je pense qu'au-delà de la question de la formation, même si c'est l'élément central et structurant de ce débat, il y a une réflexion à mener sur l'architecture de nos systèmes de protection sociale pour permettre aux gens d'avoir accès à cette deuxième chance dont ils sont aujourd'hui assez largement privés. Merci. Bien, merci. Laurent Bigorgne, vous avez prôné effectivement dans plusieurs rapports un rôle accru des entreprises, et quelle forme ça peut avoir et à quelles conditions?
C'est toujours compliqué de passer après Marc, je le dis pas par politesse, mais particulièrement ce soir. En gros, tu m'as rien laissé. Moi, il y a 5 points que j'aurais aimé mettre en avant et qui vont compléter, j'espère, si tant est que ce soit possible, ce qu'a dit Marc. J'aimerais, moi, faire un point sur les 5, plus général peut-être que ce que j'aurais dû faire, mais un point sur les 5 problèmes. Il y a une deuxième table ronde après. Hein. Voilà, c'est très bien. Que notre jeunesse a affronté. En gros, quand on regarde un peu les systèmes européens, on se rend compte que la France cumule aujourd'hui 5 difficultés. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, on a une mauvaise école primaire. Je fustige pas les enseignants. Je parle vraiment de notre système éducatif. Et c'est complètement contre-intuitif puisqu'on est un pays qui scolarise à 97% les tout petits. C'est-à-dire qu'en gros, 97% des 3 ans et plus sont scolarisés avant même donc l'âge de la scolarité obligatoire. Il n'en reste pas moins que quand on regarde les indicateurs nationaux, quand on regarde ceux de l'Université de Boston, qui a un classement qui s'appelle PIRLS, et puis quand on regarde le nombre porté des résultats de ces enfants à 15 ans dans un indicateur dont vous connaissez mieux l'acronyme, qui est PISA, de l'OCDE, on se rend compte que les résultats de la France baissent tendanciellement, fortement depuis en gros 15 ans, c'est-à-dire depuis que PISA existe. Ces résultats se sont dégradés, si j'essaye de le faire très simplement, en fait stylisé, d'une 30%. On parlerait là d'hôpital ou d'énergie. Je pense qu'un consensus social autour de l'acceptation de cette baisse de performance serait beaucoup moins fort que ce qu'il est, puisque ça n'émeut personne en réalité. Enfin, ça nous émeura quand on en parle, mais on accepte très très bien cette situation. Et j'insiste parce que ça vient un peu en complément de Marc, on est le pays de l'OCDE aujourd'hui où les résultats d'un enfant à 15 ans sont le mieux expliqués par un facteur qui est l'origine sociale de ses parents. C'était le cas de l'Allemagne au début des années 2000, et je vous invite à regarder le bouquin Changer de modèle de Cohen, Seth et Aguillon. Ils ont fait un très beau résultat sur les résultats PISA, un très beau tableau sur les résultats PISA comparés de la France et de l'Allemagne, montrant qu'on est maintenant le pays où, évidemment, les résultats des enfants sont le mieux expliqués par l'origine sociale de leurs parents. Ça s'appelle autrement, si je parle moins techniquement, ça fait de nous le système le plus inégalitaire de l'OCDE. Et en réalité, si j'étais aujourd'hui effectivement migrant syrien, il y aurait plein de rationalité à ce que j'aille vers un système qui s'est ouvert aux plus pauvres et aux étrangers, plutôt que d'aller vers un système qui s'est fermé aux plus pauvres et aux étrangers. Donc ça n'est pas nécessairement l'idée que nous avons de l'éducation primaire, mais c'est la réalité de cette éducation dans un contexte où il faut parler du sous-investissement de l'État, puisque en gros un élève chez nous, on trouve assez normal qu'en primaire il coûte 20% moins cher qu'ailleurs, là où en secondaire il va coûter 20% plus cher qu'ailleurs. Donc la classe moyenne supérieure se retrouve assez bien dans les études qu'on fait au lycée général, technologique ou même professionnel, parce qu'il y a un sentiment de rentrer dans ses impôts, il en a pour son argent. Et puis évidemment, tous les enfants dont la trajectoire s'interrompt très tôt, vous savez, 90% des élèves qui redoublent un CP n'ont aucune trajectoire scolaire devant eux. C'est-à-dire qu'un gamin qui va entrer en CP, qui va redoubler son CP, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'ait aucun diplôme à 15 ou à 16 ans. Donc on est là sur des phénomènes qui sont profondément anti-redistributifs, ce que je vous dirai à tout le monde que c'est, mais évidemment il faut être ensuite capable de savoir comment on affronte ce paquet de difficultés. Il y a un deuxième critère qui nous est très singulier par rapport à certains de nos voisins, c'est qu'effectivement on a cette première grande difficulté, on en a une deuxième, c'est qu'on est mauvais en apprentissage. Alors là aussi, redistribution à l'envers, on est très bon pour l'apprentissage et on est même de mieux en mieux pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire comme notre pays refuse d'affronter la question du financement des études supérieures, on a demandé aux écoles notamment de s'arranger elles-mêmes avec leur environnement économique, puis on a inventé l'apprentissage dans le sup pour que ça se passe bien. C'est pas une mauvaise modalité, mais en gros ça sert à rien. C'est-à-dire que d'une certaine façon on continue de mettre le paquet sur ceux qui ont déjà le plus reçu. C'est-à-dire ceux qui sont allés jusqu'au bac, ceux qui avaient les moyens d'entrer dans les meilleures écoles, et ceux qui ont par ailleurs les meilleures perspectives de revenus futurs venant des milieux les plus favorisés, on continue d'investir sur eux. C'est bien, ça montre de la persévérance de notre société d'une certaine façon pour cette catégorie d'étudiants, mais ça n'a aucune rationalité économique ni sociale. Parce que dans le même temps, on se fout complètement du financement de l'apprentissage des moins qualifiés, de la même façon qu'on se désintéresse. C'est aussi là où les entreprises préfèrent investir dans l'apprentissage. Oui, je sais même pas, parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises, vous partez avec Carrefour, ils ont besoin de bouchers, ils en trouvent pas. Et en fait, je pense qu'ils seraient ravis qu'eux. Je pense que Veolia serait ravi qu'il y ait des élèves qui aillent à son campus des métiers. Enfin,
je crois qu'il y a d'abord et avant tout un vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du lycée professionnel. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a 85% des élèves du lycée professionnel qui ne passent pas par l'apprentissage, je finis par m'interroger. Et je me dis, mais c'est un lycée professionnel ou c'est autre chose? Regardez le dernier bouquin de Martineau et de Pierre Cahuc, pardon, et j'oublie son co-auteur, c'est Carcio, je sais plus, paru aux presses de Sciences Po. Il y a en exergue le petit texte C'est toi, pardon. Oui. J'aurais dû le citer, pardon. Est-ce que je l'ai là? Parce que je pourrais le montrer. Il est paru aux presses de Sciences Po. Oui, c'est Marc, l'auteur. Vous voyez, je fais une faute de quart là, énorme. Et j'aurais dû l'amener pour vous lire la petite phrase qu'ils ont mise en exergue d'un examen donné effectivement à des gamins issus de lycées professionnels en français. En CAP, vous lirez ça comme lecture du soir, vous verrez que c'est assez édifiant. Enfin, on est dans un autre monde. Donc, un problème d'école primaire, un problème majeur d'apprentissage, et c'est mon troisième point, aucun filet en matière de formation professionnelle. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, en citant le cas de ce qu'on appelle les NEETs, si vous avez échoué à l'école primaire, échoué effectivement à la deuxième chance qui est l'apprentissage, il n'y a pas de troisième chance au moment de la formation professionnelle. Oui, il vous reste 3 minutes. Ça va être fait, rassurez-vous. Quatrième sujet, c'est que la plupart des pays qui ont le mauvais goût d'avoir autant de haies placées sur le parcours des jeunes ont le beaucoup de faire peu d'enfants. Mais en fait, nous, en réalité, c'est pas qu'on en fait tant que ça, mais on en fait. Et donc, on a le très mauvais goût d'alimenter démographiquement cette série de systèmes qui sont tous défectueux et qui nous garantissent une certaine capacité, au fond, à créer du désespoir et à créer de la non-insertion. J'ajoute, 5e point de difficulté, et je renvoie à un travail récent de l'Institut, qu'on a su créer et consolider des discriminations à l'entrée sur le marché du travail qui sont inacceptables. Et là, je m'y arrête un instant. C'est un travail que Marianne Waldfort, qui est économiste à PSE, a pu faire, où elle a mesuré par un testing qui portait sur 6000 personnes les discriminations à raison de la religion. On voit une première chose, c'est que si vous êtes un homme et musulman en France, objectivement, il va vous falloir envoyer énormément de CV avant d'être invité à un entretien d'embauche. Mais le pire, et j'en terminerai peut-être par là parce que c'est peut-être plus grave que tout ce que je vous ai raconté, si vous êtes un homme musulman exceptionnel, c'est-à-dire qu'au final, vous avez eu votre bac avec mention, vous avez la possibilité d'avoir déjà plusieurs langues qui sont acquises, des langues de travail, vous avez eu des expériences assez fortes, et bien plus votre CV sera exceptionnel et plus vous serez discriminé. Donc c'est une discrimination où cette fois-ci il faut quasiment envoyer 25 CV pour espérer une réponse. Hein, il faut savoir que c'est en gros 10 fois la discrimination que subit un noir aux États-Unis sur le marché du travail, pour vous donner la mesure des choses. Donc si vous, j'en ai terminé, cumulez un sujet sur l'école primaire, un sujet sur l'apprentissage, un sujet sur la formation professionnelle, un petit sujet démographique, le tout doublé effectivement d'une composante discriminatoire très forte, et que vous constatez par ailleurs, et je refais un instant de l'économie politique, que ceux qui bloquent toute réforme du système sont les mêmes qui vous expliquent qu'il n'y a pas de problème de prix du travail pour les jeunes et de SMIC jeunes, eh bien il y a un moment ou un autre où on se retrouve face à une montagne de difficultés sans savoir exactement comment on peut commencer à trianguler pour sortir de cette situation. Et c'est ça, à mon avis, qui caractérise la situation du moment. Et depuis assez longtemps d'ailleurs. On verra si c'est les mêmes. Denis Ferrand, au CEREXECODE, sur quelques chiffres aussi couramment assénés dans le débat public et qui orientent ce débat public, vous avez des choses à dire? Oui, effectivement, on a essayé de regarder quelques éléments qui permettent un peu de qualifier ce que sont les jeunes en emploi, cette population sur laquelle il y a effectivement souvent beaucoup de représentations. Il y a un chiffre sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord sur le constat, c'est le chiffre qu'évoquait Marc tout à l'heure. Cette répartition du taux de chômage selon les niveaux de qualification, c'est un marqueur qui est très fort en France, mais qui est surtout exceptionnel. Il n'y a aucun autre pays européen qui a un tel écart entre le taux de chômage des non qualifiés et le taux de chômage des très qualifiés. Et en plus, cet écart est en accroissement en France. Qu'on le regarde pour les 20-24, qu'on le regarde pour les 25-29,
on a un accroissement de cet écart. Mais je reviendrai sur ce point, sur un dernier point. Il y a d'autres éléments sur lesquels on a beaucoup de représentations qui semblent se faire actuellement. Vous avez été, j'imagine, assez sensible au nombre de unes qui se font actuellement sur la fin du salariat. C'est quelque chose qui devient quasiment un lieu commun désormais, que de dire qu'on est en train de passer d'une société où on avait une subordination par le contrat de travail et qu'à celle-ci se substitue de plus en plus une subordination par un contrat de nature commerciale. Bon, très bien, c'est la fin du salariat, on est en train de changer de paysage. Et derrière, c'est un peu tout le thème sur les formes atypiques d'emploi qui est en train de monter. C'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs encore un ovni, hein, personne ne sait dire ce qu'est une forme atypique d'emploi. Pour l'instant, ce qu'est une forme atypique d'emploi, c'est tout ce qui n'est pas du CDI à temps plein qui s'exerce dans les locaux de l'employeur. C'est à peu près les seuls éléments convergents que l'on peut avoir sur les formes atypiques d'emploi. Mais ça nous fait quand même encore beaucoup de choses. Et sur ce point, il y a quand même beaucoup d'idées assez fortes qui se véhiculent sans être beaucoup vérifiées. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle ces formes atypiques, ces formes de salariat, ces formes de travail qui se manifestent? Eh bien, ça va être du travail à temps partagé, ça va être du partage de postes, ça va être du travail basé sur des chèques. Enfin, on peut trouver une dizaine à peu près de types de travail qui sont repérés au niveau européen et qui sont des formes atypiques d'emploi. Est-ce que les jeunes se distinguent quant à leur recours de l'ensemble de la population vis-à-vis de ces formes atypiques d'emploi? Non. Non, pas particulièrement. Ce n'est pas là-dessus que les jeunes sont à distinguer au regard de l'emploi. En revanche, ils se distinguent sur deux autres dimensions. Quand on va prendre les formes atypiques d'emploi, ça va être aussi, d'une part, CDI versus CDD ou intérim, et d'autre part, salariat, non-salariat. J'y reviens. Sur CDI, CDD, on connaît la règle du 90-90, grosso modo. Non pas du 90-10, mais du 90-90. 90% de l'emploi, 90% des embauches qui se font en contrat à durée déterminée, sous toutes ses formes, et 90% de l'emploi, du stock de l'emploi, qui est, enfin 87% plus précisément, qui est en CDI. C'est-à-dire qu'il y a une rotation importante de la main-d'œuvre, ce qui fait beaucoup d'embauches en contrat à durée déterminée, mais sur un stock qui, au total, est très figé autour du recours au CDI. Et là, les jeunes se distinguent. Les jeunes se distinguent dans le sens où c'est à 25 ans que la proportion de personnes embauchées en CDI est la plus élevée. La plus élevée. Mais parce que ce sont des personnes qui ont quelquefois déjà eu un petit parcours en termes de CDD, qui ont aussi, on a dans cet ensemble de population les très formés, ceux pour qui l'accès à l'emploi n'est pas forcément un problème dirimant, et donc ils peuvent les saisir. Mais en revanche, dans le stock de jeunes en CDD est là beaucoup plus élevé que le 13% que l'on a pour l'ensemble de la population. Donc on a les formes atypiques d'emploi concernent les jeunes du point de vue du rapport à la durabilité de l'emploi. Maintenant, dans le rapport entre salariat et non-salariat, oui, il y a une atypie des jeunes, très nette. Mais attention, c'est pas une atypie qui renvoie au fait que les jeunes aujourd'hui, c'est tous des geeks et qui veulent créer leur job en exploitant une application ou en allant sur une plateforme. Non, en fait, ce sont les jeunes qui recourent le moins au non-salariat. Le non-salariat est très peu développé. En fait, le non-salariat est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de l'âge. Le non-salariat, c'est un parcours, intervient dans le parcours professionnel. Il n'est pas au début du parcours professionnel. Alors, il y a quelque chose qui est un peu nouveau en France, c'est qu'on voit se développer le non-salariat. Effectivement, la part du non-salariat dans l'emploi total est en progression. Et ça, pour toutes les catégories d'âge. Bon, pour autant, les non-salariés pour les 20-24 ans, c'est 2,4% à peu près de l'emploi total. Et les non-salariés pour les 25-29, je dis le chiffre de mémoire, ça doit être à peu près 5% de l'emploi total. Pour l'ensemble de la population, le non-salariat, c'est 10% de l'emploi total. On est très en dessous de la zone euro, où on est à 16% pour le non-salariat. Mais très intéressant, en France, on voit progresser le non-salariat, alors que dans les pays où on est au voisinage du plein emploi, comme c'est le cas par exemple de l'Allemagne, eh bien on voit reculer la part du non-salariat dans l'emploi total. On a l'impression que pour une bonne part, aujourd'hui, aller chercher du non-salariat, la part de non-salariat subi, d'une certaine manière, est très déterminante par rapport à la part du non-salariat qui est véritablement choisi. Le non-salariat n'est pas forcément un parcours d'insertion, c'est un parcours surtout où, bien, à défaut de trouver un job, j'essaye de me créer mon premier job, et ce n'est pas pour autant qu'il m'apportera les ressources me permettant de vivre convenablement.
Pour autant, on sent bien, alors je suis absolument pas sociologue, je sais à peine compter les quelques chiffres que je peux voir sur les tableurs Excel, mais en tout cas, j'entends bien cette aspiration à du non-salariat. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, quand 50% des emplois seront dans le monde de la cybernétique, on peut quand même se poser des questions sur effectivement leur rapport à l'emploi, leur rapport au salariat que l'on peut avoir. Et effectivement, même si aujourd'hui le non-salariat n'est pas une réalité forte, n'est pas une réalité choisie, est avant tout un reflet du dysfonctionnement de notre marché du travail, j'en suis assez intimement persuadé. En revanche, il y a une aspiration qui se développe. Et derrière, le point que vous évoquiez, qui était le point du statut de l'actif, est effectivement très important. Parce qu'aujourd'hui, un des freins majeurs au développement du non-salariat est probablement la question de la protection sociale qui lui est associée. Mais c'est également le point que tu évoquais, Jean-Hervé, tout à l'heure, le point aussi de l'accès au logement. On sait que l'accès au logement n'est pas le même que l'on soit en CDD ou en CDI, mais également que l'on soit salarié ou que l'on soit non salarié. C'est l'accès au logement, c'est l'accès au crédit bancaire, c'est l'accès aussi aux services collectifs, des crèches par exemple. Tout cet ensemble-là, tout ce qui fait la facilité aussi un peu de la vie, eh bien, vous n'avez pas un accès identique selon que vous soyez salarié ou que vous soyez non salarié. Donc là aussi, on a un travail qui est majeur à faire et le statut de l'actif, c'est un terme que j'aime beaucoup, effectivement. Avec le CPA, on peut imaginer des pistes, mais le statut de l'actif est un terme suffisamment générique et suffisamment parlant pour être porteur de sens. Et puis je voudrais terminer pour revenir sur l'observation que faisait Marc tout à l'heure sur niveau de formation et taux de chômage. Effectivement, je suis d'accord, 27 points d'écart donc entre le taux de chômage des très peu qualifiés ou des non qualifiés et le taux de chômage des très qualifiés, des plus qualifiés. Oui, mais est-ce que cela nous dit pour autant une satisfaction dans l'emploi? Est-ce que l'emploi qui est pris par les très qualifiés par les très formés, correspond véritablement au niveau de qualification auquel ils peuvent aspirer? Est-ce que l'on n'a pas comme un effet, comme un jeu de bonneteau, comme un jeu de domino qui se fait, dans le sens où des personnes très formées prennent des niveaux de qualification qui étaient auparavant dévolus à des personnes d'un niveau de formation légèrement inférieur, et ainsi de suite, et la frontière progressivement se déplace. Et tout le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver au niveau, pour les personnes qui ont un niveau de formation légèrement supérieur à l'absence de formation, vont prendre les boulots de ceux qui n'ont absolument pas de formation. Donc c'est bien un problème de fonctionnement général de notre marché du travail qui est posé aujourd'hui par les difficultés d'insertion des jeunes. Et aujourd'hui, avoir une lecture des jeunes dans l'emploi est quelque chose qui est par trop indiscriminé pour être véritablement un porteur de sens. Il y a vraiment, d'une certaine manière, à essayer un peu plus de catégoriser, de savoir de quoi on parle véritablement, parce que les conditions de l'insertion ne sont pas les mêmes selon que vous soyez formé ou pas formé, selon que vous recouriez à une forme d'emploi ou à une autre. Merci. Merci pour ces mises au point. On va changer de registre avec Véronique Subilo, qui est DRH du groupe Transdev, donc qui va plutôt nous parler d'actions concrètes des entreprises pour voir comment on peut mettre en pratique ce souhait de voir les entreprises rentrer plus dans le système de formation et d'insertion. Bonsoir, oui merci. Effectivement, je vais porter la voix de l'entreprise. Je vais aussi essayer de porter la voix du positif, parce que c'est vrai, on l'a vu, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi de belles choses qui se passent en entreprise. En tout cas, on y travaille. Alors, Transdev, rapidement pour vous donner quelques chiffres. Transdev, c'est un acteur international de la mobilité dans le transport public. Nous opérons dans 19 pays, 13 modes de transport qui vont du bus au tram, transport à la demande, plus récemment car longue distance, en France en particulier. Nous avons 83 000 collaborateurs dans le monde, dont 33 000 en France. Alors, Transdev, c'est une entreprise de main-d'œuvre. Donc, quand on dit 33 000 en France, en fait, nous avons 1300 cadres et à peu près 25 000 conducteurs qui sont répartis sur l'ensemble de la population. Et donc, vous faisiez référence tout à l'heure à ces deux jeunesses. Eh bien, nous, effectivement, chez Transdev, nous gérons ces deux jeunesses, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité de donner à la fois leur première chance à des jeunes peu ou pas qualifiés et à offrir leur premier emploi à des jeunes plus qualifiés, Bac plus 4, Bac plus 5. Alors, si on zoome un petit peu en termes de chiffres sur les jeunes. Alors, les jeunes, la définition qu'on donne, c'est effectivement ce que vous disiez, madame, en introduction, on est sur les 16-30 ans. Donc, les moins de 30 ans, écoutez, on en a 10% aujourd'hui de moins de 30 ans. Et c'est pas assez.
Et on veut en avoir plus. Et d'ailleurs, les chiffres de recrutement le montrent. Sur les 7000 recrutements que nous avons eus en France en 2014, 30% étaient des jeunes de moins de 30 ans. Alors, pourquoi des jeunes? Alors, la première raison, c'est qu'on a très clairement, et on le reconnaît, une responsabilité sociale et sociétale. Nous sommes un secteur qui recrute, et nous sommes souvent dans les villes, un des premiers employeurs. On est un acteur vraiment local de l'emploi. Et cet engagement sociétal et social, il résonne avec l'engagement de nos donneurs d'ordre, hein, qui sont très souvent des collectivités, qui elles-mêmes ont dans leur projet de développement l'emploi comme une priorité, en particulier l'emploi des jeunes. Et donc on se doit de contribuer à ce projet de développement et à l'emploi. Et puis il y a une deuxième raison, qui est une raison business tout simplement. En introduction tout à l'heure, vous disiez je crois beaucoup aux jeunes. Eh bien moi j'ai envie de dire et nous avons besoin de jeunes dans nos entreprises. Et nous avons besoin de jeunes pour plusieurs raisons. La première, vous faisiez aussi référence à la cybergénération. Nous sommes dans un secteur, le secteur du transport, qui est en train de se transformer, en particulier par rapport aux problématiques du digital. Et on a besoin de ces cybergénérations pour nous aider à transformer nos modèles. Et on a besoin de jeunes aussi parce que nous avons une pyramide des âges vieillissante, et donc nous devons assurer la relève. Et parce que, et vous faisiez référence tout à l'heure au boucher, eh bien nous, on a beaucoup de filières en tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter sur des métiers de maintenance, sur des métiers d'exploitation, sur des métiers bureaux, méthodes et études. Et donc, l'emploi des jeunes, l'emploi et la formation des jeunes est une réponse très claire à ces deux derniers enjeux que sont la relève et la formation. Vous faites comment alors comment on fait? C'est exactement la question. Alors très concrètement, je vais illustrer mon propos avec deux sujets très précis, la politique d'alternance que nous menons, et puis je vous parlerai aussi très rapidement de ce que nous avons mis en place, que nous appelons les pépinières Transdev. Alors d'abord l'alternance, pour vous donner quelques chiffres, donc en 2014, nous avions 500 alternants. Évidemment, l'alternance s'adresse principalement aux jeunes, et nous avons d'ailleurs signé un contrat de génération dans lequel nous nous sommes engagés sur 3 ans, 2014, 2015, 2016, à avoir au total 1500 apprentis. Alors l'alternance s'adresse aux jeunes à tout niveau, et je le disais, effectivement, on est sur 2 typologies de population. L'alternance pour les jeunes peu ou pas qualifiés, c'est très clairement pour nos futurs conducteurs, pour nos agents de maintenance. Nous avons beaucoup d'alternance avec des CAP d'agents d'accueil et de conduite pour les futurs conducteurs, et puis les CAP de maintenance, qui représentent, par rapport à notre population, plus de 50% des alternants aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi effectivement de l'alternance pour les jeunes diplômés, donc Bac plus 4, Bac plus 5, dernière année d'études. Et là, on est plus sur des filières RH, marketing, finance, dans nos réseaux ou au siège. Donc voilà pour l'alternance. Alors, pourquoi l'alternance est important? Et vous faisiez référence tout à l'heure aux écoles. Effectivement, pour nous, c'est l'occasion de cibler des écoles et de travailler en co-construction avec les écoles, pour pouvoir être extrêmement partie prenante dans la construction de cette formation. Puisque nous avons besoin de compétences, et essayons d'être le plus en amont de la chaîne et essayons d'avoir un impact sur les formations pour nos futurs conducteurs et maintenance. Mais l'alternance, c'est aussi pour nous une vraie culture d'entreprise. Hein, à l'heure où vraiment nous voulons développer une culture collaborative. Eh bien l'alternance, quand vous recevez les jeunes en entreprise, eh bien il faut les accueillir, il faut les suivre, il faut les former. L'alternance, c'est effectivement, ça marche parce que vous avez des tuteurs qu'il faut former aussi, hein, et on s'y attache. Et donc l'alternance, c'est vraiment au cœur de notre stratégie ressources humaines, comme une façon d'encourager la coopération, et en particulier la coopération intergénérationnelle. Et on le disait, ces jeunes ont des tuteurs, ils apprennent beaucoup de leurs tuteurs, mais on parle beaucoup aujourd'hui de reverse mentoring ou de reverse... Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ces jeunes, ils amènent aussi toute la culture du digital dans l'entreprise, puisqu'ils sont nés avec ça. Donc voilà pour l'alternance. Si j'ai le temps de faire un tout petit zoom sur la pépinière Transdev. La pépinière Transdev, alors là c'est différent, c'est plus effectivement pour les jeunes Bac plus 3, Bac plus 5.
Ce que l'on fait là, c'est les jeunes qui ont leur diplôme. Et très concrètement, c'est des jeunes. Le programme de la pépinière s'adresse à des jeunes de moins de 29 ans. On les embauche en CDI. Et pendant la première année, on les embauche sur des réseaux. Et l'enjeu, c'est qu'ils ne soient pas sur un poste. C'est parce que tout l'enjeu, c'est qu'ils puissent, pendant cette première année en CDI, découvrir nos métiers et être à la fois sur des missions opérationnelles, sur des formations, visiter d'autres réseaux, pour qu'à la fin de cette première année, ils soient totalement opérationnels pour travailler chez nous. Alors, pour conclure, et je m'arrêterai là, une fois qu'on a dit, effectivement, on a des métiers en tension, on cherche à recruter, les jeunes, c'est notre priorité, il y a quelque chose de très paradoxal, parce que finalement, on a du mal à les attirer, ces jeunes. Et le vrai sujet sur lequel on travaille en ce moment, c'est l'attractivité de nos métiers et la valorisation de nos métiers. Et on travaille beaucoup à faire en sorte de casser les préjugés autour de nos métiers et de faire en sorte que les jeunes aient accès à cette information, de savoir mais comment vous pouvez intégrer nos filières et comment vous pouvez accéder à ces différents types de programmes. Voilà. Bien, merci. Mathilde Moine, Terra Nova. Éventuellement, ça peut être aussi un rebond avec ce que vous avez entendu pour rentrer directement dans le débat et susciter des questions de la salle, si vous voulez, et si vous pouvez. Alors, peut-être simplement un élément de contexte du rapport que j'ai présidé pour Terra Nova, c'était l'idée de définir les sources de compétitivité d'un pays dans un contexte de débat public où on ne parlait que du coût du travail. Et donc, l'idée de ce rapport était de montrer que la compétitivité des entreprises et d'un pays dépendait des compétences, des qualifications et du niveau moyen de compétences. Et donc, dans le cadre de ce travail, on s'est rendu compte qu'en fait, le niveau moyen des compétences des salariés français était particulièrement faible, contrairement à l'idée qu'on pouvait avoir, et que c'était le résultat d'un niveau moyen de compétences des peu qualifiés extrêmement faible. On est toujours dans les dernières places du classement des pays de l'OCDE. On est en moyenne 21e sur 24 pays étudiés par l'OCDE en termes de compétences moyennes en numératie, c'est-à-dire calcul et petites équations mathématiques. En ce qui concerne la littératie, c'est-à-dire capacité de compréhension à l'écrit, on est 22e sur 24 pays de l'OCDE étudiés. Et donc, on a clairement un problème de compétences moyennes des peu qualifiés. Et grâce à de nombreuses statistiques qui sont désormais disponibles par le travail mené par l'OCDE, on s'est rendu compte qu'une des raisons de ce faible niveau des compétences et qualifications moyennes des salariés français qui pesait sur notre compétitivité, et que ce n'était pas une question de coût du travail, c'était parce qu'il y avait une proportion de jeunes peu qualifiée, extrêmement importante et beaucoup plus importante que ce qu'on peut observer dans la plupart des pays de l'Union européenne et évidemment dans beaucoup de pays de l'OCDE. Donc en fait, on s'est rendu compte quand on regardait le problème d'un autre angle, c'est-à-dire en termes de compétitivité par le haut, c'est-à-dire compétences, capacité à innover, capacité à diffuser nos innovations, on était très en retard par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Et donc, on se rend compte qu'il y a deux problèmes majeurs, je ne vais pas revenir sur les statistiques qui ont été largement citées, c'est qu'on a une proportion d'une classe d'âge qui est sans diplôme, qui est plus importante que ce qu'on peut observer dans d'autres pays, et en particulier dans les pays du Nord de l'Union européenne et en Allemagne. Je ne vous cite pas évidemment les États-Unis ou le Royaume-Uni, parce que ce sont toujours des mauvais exemples en France, donc je cite les pays du Nord et l'Allemagne. Et selon les chiffres, c'est à peu près entre 17 et 18% d'une classe d'âge, donc ça veut dire que chaque année, il y a à peu près entre 17 et 18% d'une classe d'âge qui sort du système scolaire sans rien. Donc comment on tolère ça? C'est une des questions que Antoine Reverchon a posé en introduction. Pourquoi? Comment on tolère ça? Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une proportion de jeunes qui n'a pas de compétences suffisantes, en particulier des capacités cognitives, pour justement suivre des formations. Et donc, ça explique cette difficulté de ces jeunes à entrer sur le marché du travail. Peut-être juste de statistiques assez fortes, c'est qu'au bout de 3 ans, 80% des jeunes qui sont diplômés du supérieur, hein, donc niveau bac et plus, donc 80% de ces jeunes ont un emploi.
alors que cette proportion est de 30% seulement pour ceux qui ont un niveau inférieur au baccalauréat et baccalauréat. Donc on voit bien que c'est absolument discriminant. Ensuite, il y a les types de diplômes, et il ne suffit pas d'être ingénieur pour connaître un taux de chômage de 3%. On peut aussi avoir un BTS en santé pour connaître le même taux de chômage. Donc après, il y a aussi les types de formation. Donc, c'est cette idée vraiment de, finalement, ça participe au-delà des drames sociaux qui sont derrière, au-delà de l'accroissement des inégalités que ça engendre, c'est aussi simplement ce qui explique nos problèmes de compétitivité, notre manque de dynamisme à l'export et notre manque de diffusion de l'innovation, parce qu'on voit bien que les innovations se diffusent moins facilement dans l'économie si le niveau moyen de nos compétences est faible, et c'est ce qui explique, comme l'a montré Gilbert Sett dans de nombreux rapports, une partie de notre différentiel de potentiel de croissance relativement aux États-Unis notamment. Alors, pourquoi on tolère ça ? Et là, je dirais déjà merci à l'Union européenne, merci à la Commission européenne. Je sais que c'est peu consensuel, mais finalement, Jean-Hervé disait en introduction qu'il y avait un consensus parmi les think tanks sur cette question. Elle est assez récente de mon point de vue, et c'est parce que la Commission européenne a décidé et a imposé aux États de prendre des initiatives pour justement faire en sorte que les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien ne restent pas plus de 4 mois sans formation ou stage ou apprentissage ou emploi, enfin qu'ils aient quelque chose. Et il faut savoir que nous, en France, ce sont des jeunes qui sont dans les trous de la raquette, parce qu'ils sont en général suivis par personne, parce qu'ils sont ni dans la formation professionnelle, ni ils sont sortis de l'éducation nationale, enfin ils sont un peu nulle part, et ils sont suivis par les missions locales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 40% de ces jeunes n'ont jamais franchi la porte d'une mission locale avant 1 an. Donc quand on voit que l'initiative de la Commission européenne, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent bénéficier d'un accompagnement au bout de 4 mois, on voit qu'on en est très très loin en France. Alors une des idées qu'on avait émises, je cite évidemment la plus polémique pour lancer le débat, c'était l'idée d'un bonus-malus sur le budget d'éducation nationale, puisque ce qui manque aujourd'hui, c'est une 3e voie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un problème entre le secondaire, l'école et la formation continue, et que ces jeunes, en fait, ne peuvent pas retourner à l'école, c'est vraiment le problème, et que la 3e voie, ça serait ce qu'on voit fleurir, ce sont les écoles de production et les écoles de la 2e chance. Alors j'aime pas du tout la 2e chance, parce que moi je dirais que c'est l'école de la première chance. Je veux dire, ces jeunes n'ont pas eu de chance pour l'instant. Et donc cette 3e voie, ça serait l'idée qu'à chaque jeune qui sort du système scolaire sans rien, l'éducation nationale abonde justement un fonds qui permette à ces écoles de la 2e chance ou de la production, qui ont une méthode pédagogique qui ne soit pas juste un retour à l'école, de pouvoir accompagner ces jeunes, puisque on voit, je ne sais pas si ça vous parle, ce type d'école, mais je vais en citer une, c'est l'initiative d'un grand chef qui s'appelle Thierry Marx, et qui explique souvent, et qui forme des jeunes à la cuisine, et qui explique souvent que ces jeunes qui sont sortis du système scolaire sans rien disent qu'ils détestent les mathématiques, mais quand il s'agit de les utiliser pour peser les aliments et donc faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire la cuisine, tout d'un coup ils trouvent que les mathématiques sont très utiles, et ils ont envie de les apprendre. Donc c'est vraiment comment on met en place une méthode pédagogique, ce qui est difficile dans notre système d'enseignement avec le collège unique. Donc c'est une des propositions qu'on avait fait pour ces jeunes. Et ensuite, effectivement, c'est de faire en sorte que ceux qui ont eu la chance d'avoir un diplôme, mais qui sont peu qualifiés, puissent bénéficier de façon beaucoup plus large de la formation professionnelle. Il y a juste, pour enchaîner sur le débat très vite, vous avez dit que ce n'est pas une question de coût du travail. Parce qu'il y a un grand nombre de propositions, de dispositifs qui sont proposés dans les rapports divers et variés dont on a parlé, sur, on appelle le SMIC jeune, ou en tout cas abaissement du coût du travail. Je voudrais savoir comment vous réagissez à ça, Laurent ou Marc, comme vous voulez. Un SMIC jeune qui aurait réussi, ça s'appelle l'apprentissage.
C'est-à-dire qu'au final, si on parvenait à le diffuser très largement et à cibler les gens qui doivent cibler, on aurait réussi quelque chose d'assez formidable. Je vais aller dans le sens un instant parce qu'il faut qu'à un moment les chiffres rencontrent le qualitatif. On avait publié, nous, il y a 5 ans, un bouquin formidable qui était l'œuvre de Jean Kepel sur banlieue de la République. On était revenu sur l'épicentre des émeutes de 2005, à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et le premier chapitre portait sur l'éducation. Il y avait ensuite 5 autres chapitres sur le logement, sur la sécurité, l'engagement religieux, la participation politique, etc. Ce qui m'avait frappé, c'est que les dizaines de personnes qu'on avait interrogées, avec des entretiens semi-directifs à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, on les avait interrogés sur leur rapport aux institutions de la République. Et on leur avait demandé, au fond, avec quelle institution de la République ils se sentaient le plus en désaccord ou le plus en colère. Alors spécifiquement, ils nous avaient tous dit l'école. Quand je dis tous, j'exagère, mais allez, c'était 80%. Et quand on poussait la porte de l'école, on disait, mais qu'est-ce qui vous a autant mis en colère à l'école? C'est le conseiller d'orientation. Hein, victime expiatoire, ensuite les gens sont mis dans une situation intenable, mais il faut quand même écouter les signaux forts et faibles qui nous sont adressés. Moi j'étais, ça n'est qu'une réaction de citoyen, hein, mais très heureusement surpris des déclarations avant-hier du ministre de l'économie quand il a parlé de ce terreau sur lequel on laisse prendre un certain nombre de choses infiniment désagréables. C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure en réalité. Totalement. Juste une chose sur l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'on implore dans le débat public l'augmentation d'apprentis, et ça a été évoqué, et simplement quand on compare avec les chiffres allemands, rappeler que il y a des années de formation pour ceux qui sortent du système scolaire sans rien et ceux qui rentrent en apprentissage, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut les aider et on peut pas mettre des jeunes qui n'ont pas les compétences de base dans le système d'apprentissage, et que c'est vrai que c'est un des échecs français, que de croire que, en gros, voilà, ça va marcher tout seul. Et d'ailleurs, la preuve, c'est les chiffres que Marc a cités. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme ça. Donc arrêtons de comparer les systèmes avec le système allemand. Si on peut rebondir là-dessus, j'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, mais il est évident que pour des jeunes qui sont très loin de l'emploi, les insérer de manière directe dans un collectif de travail comme une entreprise, c'est illusoire. Et une grande partie des ruptures de contrats d'apprentissage, quand on fait des enquêtes de terrain, s'explique par le déficit de posture, la maîtrise des codes sociaux, qui sont très insuffisants chez les jeunes. Il y a effectivement des choses qui s'apparentent à du pré-apprentissage en Allemagne. On a des dispositifs de pré-apprentissage qui existent en France, qui concernent à peu près 6-7 000 jeunes, sur à peu près 400 000 apprentis. Donc concrètement, on est en sous-utilisation, il faut développer ce genre de dispositifs, il faut les cibler évidemment parce que ça coûte très cher, mais il faut redéployer, et on revient toujours sur des questions d'investissement et de moyens, ça coûte beaucoup d'argent, et donc il faut du ciblage. Justement, sur un dispositif qui a été créé, nous avons le plaisir d'avoir Edith Cresson au premier rang ici, et qui est maintenant... et qui a été la créatrice de l'école dite de la deuxième chance. Je sais que même si l'expression ne me plaît pas, mais sur un dispositif comme celui-là qui a été créé avec les prémices dont on a débattu pendant toute cette table ronde, qu'est-ce que ça devient un dispositif comme celui-là au bout de combien d'années d'existence ? 12 ans. 12 ans, voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et après, on prendra des questions dans la salle. Bien. Moi, j'ai pu créer les écoles de la deuxième chance parce que j'étais pas en France. J'étais à la commission, à Bruxelles. J'aurais jamais pu le créer en France. Et donc, étant à Bruxelles, j'étais chargée de l'éducation en particulier. J'ai lancé ce dispositif, je l'ai fait approuver par le Parlement européen, par la commission. Et puis, j'avais un peu d'argent pour faire un projet pilote dans chaque pays. Et j'ai distribué donc cet argent à différents pays. Et pour la France, j'ai voulu m'en occuper personnellement. C'est plus prudent. Et j'ai cherché une municipalité qui soit motivée, avec un maire motivé et des problèmes. J'ai trouvé Marseille. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème à Marseille. Hein, et le maire était motivé, donc nous avons fait le projet pilote, là. Ça a très bien marché, ça a mis longtemps à se développer. Vous savez, quand on lance quelque chose, c'est toujours très long, et puis tout d'un coup, ça a augmenté. Et aujourd'hui, nous avons pas loin de 15 000 jeunes, dans les écoles de la deuxième chance. Il y en a pratiquement partout, enfin il y a peu de régions qui n'en ont pas. Et ça marche bien, avec un taux de résultat qui est satisfaisant, avec un coût qui ne dépasse pas le prix d'un lycéen, hein, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus coûteux. Ils entrent dans ces écoles
alors qu'ils ont tout échoué, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut revenir sur les causes, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais à mon avis, pas tout sur les causes. Et ils sont dégoûtés de l'école, revenir vers ce qu'on appelle... On a tenu à garder ce vocable d'école, parce que c'est quand même quelque chose de très noble, de la deuxième chance. Il reste 9 mois à peu près, avec 3 stages en entreprise. Ils sont suivis individuellement, parce que souvent, en France, on pense qu'on enseigne des matières. On enseigne les mathématiques, le français, etc. En fait, on enseigne une personne, et toutes les personnes sont différentes, et surtout ces personnes-là. Et donc, il faut prendre en compte leur passé, leur histoire, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes divers. Et il faut qu'il y ait un suivi très personnalisé. Ces jeunes peuvent s'adresser à leurs référents à l'intérieur de l'école sur n'importe quel problème, qu'il soit d'études ou personnel. Excusez-moi, qui finance? Qui finance? Alors, qui finance? Les régions, le Fonds social européen, et jusqu'ici, on avait la taxe d'apprentissage. Sauf que quand quelque chose marche bien en France, généralement on le supprime. Donc la taxe d'apprentissage, beaucoup d'entreprises étaient très contentes de cofinancer les écoles de la deuxième chance. Aujourd'hui, elles ont le droit de donner que 20%, de cibler que 20% de ce qu'elles donnent. Et tout le reste tombe dans le gouffre commun. Ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes financiers aujourd'hui à cause de la réforme de la taxe d'apprentissage. Sans compter que, grâce à ces systèmes de taxe d'apprentissage, les représentants des entreprises venaient dans les conseils d'administration, il y avait un lien constant, ce qui fait qu'ils les prenaient en stage et quelquefois ils les embauchaient. Enfin, tout ça, malheureusement, il va falloir faire sans, et on a des gros problèmes financiers, y compris, surtout dans l'Île-de-France, je dois dire. Mais enfin bon, on survivra. Merci, je pense qu'on va essayer de donner la parole à la salle pour d'autres questions. Est-ce que je vois... Oui, là, 1, 2, 3, c'est tous en même temps, c'est toujours comme ça. Oui, Écoutez, on va le faire dans l'ordre des rangs. Voilà. Au deuxième rang, il y avait une personne... Voilà. Bonjour, effectivement je suis directeur d'école Deuxième Chance des Yvelines et vice-président du réseau national. Madame, vous avez parlé de problèmes cognitifs chez les jeunes et j'aurais aimé... Vous pensez que les jeunes ne sont pas tous capables, c'est ça ? C'est un terme... Pardon. C'est un terme qui s'appelle... Oui, qui permet d'évaluer, justement, c'est l'OCDE qui utilise le terme de capacité cognitive et qui résume la capacité à lire, écrire, comprendre un texte et compter et faire des calculs numériques. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui est résumé sous ce vocable un peu technocratique, je vous l'accorde. D'accord. Alors, pour revenir à un peu plus de concret et peut-être éclairer la salle, effectivement, c'est des jeunes qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui vont faire d'eux des hommes et des femmes libres, mais on se rend compte qu'en 2-3 mois, et quand on focalise sur l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et sur la projection qu'ils peuvent avoir à avoir un rôle dans la société, ils sont en capacité de faire d'énormes progrès dans des temps très courts. Donc, en fait, le microprocesseur est bien présent, il faut juste mettre le programme dans le bon sens, c'est tout. Très bien. Il y avait une question juste derrière. Ouais, pour être peut-être très clair, c'était vraiment, je pense, l'objet, en tout cas j'espère que c'est ce que vous avez compris, qui était de dire que je considérais que c'était une troisième voie et c'était l'idée de renforcer ces écoles comme les écoles de la production ou de production et qui était justement parce que c'était une méthode pédagogique qui donnait des résultats auprès de ces jeunes qui étaient abandonnés par le système secondaire et par la formation professionnelle ou le système secondaire bien évidemment. Universitaire aussi. Donc vraiment, c'était notre proposition. Oui. Deuxième question. Merci. Thierry Veil, la Fabrique de l'Industrie. Je voudrais dire, pour avoir organisé la semaine dernière encore des rencontres entre des jeunes et des employeurs potentiels, que malgré le manque d'attractivité, qui est le premier problème dont a parlé Madame Subilo, malgré les exécrables conseils de leurs conseillers d'orientation et les représentations totalement datées de leurs parents dévalorisant la formation professionnelle, il existe quand même un certain nombre de jeunes qui entrent dans des CFA et des CFI et qui entrent parfois après un bac technique ou un bac général parce qu'ils ont vraiment envie d'être soudeurs, d'être tuyauteurs, d'être chaudronniers.
Et il faut savoir que, typiquement dans un de ces centres, un tiers de la promotion qui entre en septembre est viré en décembre parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage en entreprise et que, techniquement, on ne peut pas les garder. Ce tiers, j'en ai rencontré un certain nombre, ça n'étonnera pas Laurent, les minorités visibles, comme on dit pudiquement, ils sont très fortement surreprésentés. Et pourtant, pour avoir discuté avec eux, ils ont à peu près les savoirs comportementaux, les savoir-être qu'il faut. Simplement, je ne sais pas si c'est un CV sur 25, mais ils n'arrivent pas à être pris actuellement en apprentissage. Je sais que ce n'est qu'une toute petite partie du problème, mais j'aimerais avoir vos réactions sur comment on peut s'attaquer à cette partie du problème. Est-ce que l'un de vous veut répondre à ça, ou on prend sur tout simplement les apprentissages? Oui. Sur la disponibilité des entreprises à prendre des apprentis. Il y a aussi des aspects économiques, conjoncturels, etc. etc. Donc on ne peut pas non plus le... Non ? Là. Bon. Moi, je vais surtout pas nier la responsabilité des entreprises dans des cas comme celui-ci. Je pense qu'on est sur un truc à trois qui est très compliqué. C'est premièrement, effectivement, est-ce que les entreprises sont structurées pour ? Est-ce que les branches sont structurées pour ? En posant la question, on a la réponse. La deuxième raison, enfin, en tout cas, la deuxième maille de responsabilité, c'est quelle est la politique des régions ? Et je pense qu'on pourrait s'étonner en voyant un certain nombre de politiques régionales déclinées en matière d'apprentissage. On a quand même le sentiment que ce n'est pas complètement leur objectif. Et puis, il y a un troisième sujet qui est très fort, c'est que donnent, et pour ce qui m'intéresse le plus, le lycée professionnel, que donnent donc les organismes de formation en matière de suivi, de placement, de préparation des élèves. Et évidemment, s'il n'y a aucun alignement entre ces trois dispositifs, s'ils sont désalignés, s'il n'y a pas de pilotage, s'il n'y a pas de volonté politique, objectivement, on ne va pas s'en sortir. Hein. Et c'est un peu le point qui pêche par rapport au système allemand, où on a le sentiment qu'il y a des alignements forts entre les institutions de formation, les branches, les lenders, et c'est ce qui nous fait cruellement défaut, me semble-t-il, aujourd'hui. Encore une question, dans les deux questions, une là et une derrière. Oui, bonjour, Claire Caboche. Moi, je prépare une thèse en sciences de l'éducation sur la jeunesse invisible, les 15-29 ans sans solution. Donc, c'est tout à fait dans le sujet. Et je vais réagir à plusieurs choses. J'ai créé des statistiques qui comptent les invisibles. Les invisibles, je les ai formalisés. C'est au-delà des NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en éducation, ni en formation et ni en accompagnement. Donc, pas dans les missions locales, pas dans les pôles emploi, pas au RSA. Et donc, pour faire raccourci, entre 15 et 29 ans, j'en ai compté 500 000, donc qui sont sans statut, donc pas actifs et ni à l'école. Donc ça c'est un véritable problème parce que la plupart de ces jeunes n'ont jamais connu ce que c'était qu'une entreprise et ou alors ont connu, mais vraiment très épisodiquement. Et quel que soit leur niveau de scolaire, c'est-à-dire que on n'est plus là dans la discrimination qui est due effectivement aux jeunes qui habitent en ZUS et qui sont discriminés beaucoup plus que les autres. Ça, c'est une réalité. Mais cela dit, il y a 89% de ces jeunes invisibles complètement qui sont hors ZUS. Et donc 40% qui sont dans des familles plutôt favorisées. Donc ça remet en question complètement en fait les politiques qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent pour ces jeunes qui ont des difficultés à s'insérer dans l'emploi. Ça c'est une première... Ouais, c'est juste, je pose juste la question. Pour moi, enfin je pose un constat. Pour moi, le vrai problème, c'est la formation professionnelle, effectivement, après l'école, parce que je pense que la refondation, il faut attendre qu'elle fasse son effet. Ça, c'est déjà une chose pour le primaire, le secondaire, mais surtout la formation professionnelle, et surtout, non pas enfin, la qualité de la formation professionnelle, mais surtout la place dans la formation professionnelle qui est réservée à ces jeunes. Et quand on voit 500 000 jeunes et qu'il y a 14 000 places en école de la seconde chance, eh bien ça pose question. Il y a un gap. Effectivement, ce qu'on retient de tout ça, c'est quand même
que dire il faut une politique pour les jeunes est un non-sens. Voilà, c'est qu'il faut savoir de quels jeunes on parle. Une dernière, excusez-moi, je suis obligé de faire des tas de frustrations. Bon, allez, madame, allez, pouf. Ouais. Vraiment, hein, je suis désolé pour les autres, mais... Bon, pour être bref dans ma question, très bref. Evelyne Massa, Pôle emploi, accompagnement intensif des jeunes dans le cadre de la garantie jeunesse, dans les Yvelines. Nous avons suivi des jeunes qui avaient décroché, qui étaient tous issus de la même école, que je ne citerai pas, c'est un lycée, où 32 élèves de la section S ont décroché en septembre-octobre parce qu'ils se sont mis à fumer du cannabis à très grande échelle. Et lorsque j'ai interrogé la directrice de l'école, elle m'a dit que ça commençait en seconde, qu'elle pouvait rien y faire, que ça se vendait à l'extérieur. J'ai été voir les collèges, ça commence au collège, c'est des 13-14 ans. J'ai interrogé des psychiatres, ça nuit énormément au développement cognitif. Et pour moi, c'est un très gros problème et c'est absent de toutes les études que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et oui, mais ça, déjà faire les statistiques sur les invisibles, mais ensuite sur les invisibles qui consomment et les non invisibles qui consomment, ça va être compliqué. Juste en 2 secondes, je voulais justement rebondir sur, ça me permet d'introduire ce point, c'est que les pays qui ont réussi à diminuer vraiment de façon significative la part de ces jeunes dans une classe d'âge, je pense aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, ce sont justement des pays qui ont réussi à mettre en place un suivi. Alors, on n'aime pas en France évidemment le par numéro, mais ou par, enfin, faut trouver un système, et donc ça n'est pas possible ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible dans ces pays qu'un jeune puisse disparaître des écrans radars. Et tant qu'il n'a pas un diplôme, il est suivi jusqu'à ce qu'il ait une formation certifiante ou qualifiante. Et c'est comme ça que ces 2 pays ont divisé par 2 assez rapidement leur proportion de jeunes peu qualifiés. Et donc, je trouve ça formidable parce que ça veut dire que c'est vraiment possible et assez rapidement. Donc, pourquoi on tolère cette proportion si importante de jeunes comme ça ? Voilà. Oui, vraiment le mot de la fin. Là, le mot de la fin, non, j'en sais rien, il ne m'appartient pas, mais on a occulté les questions de santé. S'il y a bien une inégalité fondamentale aujourd'hui, c'est celle-ci. Hein. Et moi, j'ai eu le cas, dans le cadre d'une association qu'on a développée qui s'appelle Agir pour l'école, qu'il y a des gamins aujourd'hui qui n'apprennent pas à lire parce qu'ils ont, pardonnez-moi d'être très trivial, mais des bouchons de cire dans les oreilles. Ils ont simplement les oreilles sales et enfin, ils n'arrivent pas à entendre les sons sur lesquels on devrait les faire travailler. Et je ne parle pas des problèmes d'ophtalmie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de correction qui est faite à 6 ou 7 ans, c'est-à-dire au moment du CP et du CE1, on oublie la lecture. Donc c'est des choses très triviales, mais ça fait partie de choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui et qui sont profondément dommageables. Et ce qui se passe à 13-14 ans pourrait faire l'objet de bien des développements. Merci, excusez-moi pour toutes les frustrations de questions rentrées, mais vous allez avoir un deuxième débat avec un autre animateur qui est lui très aimable. Donc il y a...